après avoir repris un peu nos esprits, après cette très belle et très émouvante pièce. Donc, je vais donner la parole au professeur Jacquemin, parce qu'effectivement, pour les autres cours de cette série, il s'agissait de maladies dont, en général, je connaissais déjà quelque chose. Et par contre, je dois dire que pour cette PFIC, j'ai appris son existence en allant voir la pièce Mon nom est Nemo à Strasbourg. J'avais vu que c'est une pièce qui évoquait une maladie génétique, mais je n'avais strictement jamais entendu parler de cette maladie. Simplement, comme vous le savez, il y a à peu près 5 000, 6 000 maintenant maladies génétiques connues. On en identifie, j'allais dire, presque une par semaine. Alors ça étonne toujours les gens. C'est tout simplement parce que pour un certain nombre de maladies, elles ne deviennent une maladie génétique que quand on a identifié le gène, et ça permet de savoir qu'effectivement telle ou telle cause de déficience intellectuelle, de troubles du rein, de troubles hépatiques, effectivement, est une maladie génétique différente d'une autre maladie qui ressemble beaucoup. Alors, donc, je me suis dit que là, pour une maladie que je ne connaissais pas du tout, et comme il se trouve qu'en France et à Paris, nous avons un des grands spécialistes mondiaux, le professeur Jacquemin, donc je vais le présenter très, très rapidement. Il est pédiatre et grand spécialiste donc des maladies hépatiques de l'enfant. Il est chef de service au Kremlin-Bicêtre, je crois le service des pathologies pédiatriques et de transplantation hépatique. Il est aussi responsable, coordonnateur de centres de référence nationale, notamment donc, pour les maladies hépatiques rares. Il a aussi une équipe de recherche qui travaille justement sur ces cholestases. Donc il a eu une formation à la fois de clinicien, mais aussi en biologie moléculaire, puisqu'il a fait un postdoc à Zurich où il avait publié en 1994 déjà un travail sur l'identification, le clonage d'un gène important, un transporteur. Et il travaille beaucoup aussi donc sur le développement thérapeutique pour ces maladies. Donc on ne pouvait pas avoir de meilleur conférencier pour nous dire quels sont les mécanismes, quels sont les problèmes qui restent posés, parce qu'il reste toujours des problèmes, même si on a vu effectivement dans cette pièce que la transplantation hépatique est une avancée très importante, mais qui n'est pas sans poser aussi des problèmes. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci d'être venu. Merci Monsieur Mandel, Mesdames et Messieurs. Je dois dire que j'ai très volontiers accepté la proposition de Monsieur Mandel de participer à son séminaire de génétique humaine. Je crois que c'est la première fois que les maladies du foie de l'enfant entrent au Collège de France. Et donc, je suis très honoré de participer à ce séminaire. Je tiens à féliciter M. Mayern pour sa prestation. Et finalement, il va faciliter mon travail, puisqu'il a introduit en quelques mots ce qu'était la PFIC. Donc, je suis là pour vous parler des PFIC. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. Les PFIC sont des maladies, comme l'a dit M. Mayer, génétiques, autonomiques récessives, malheureusement mortelles dans leur forme classique, sévère dans tous les cas, et qui relèvent d'un traitement par la transplantation hépatique. Alors avant d'entrer dans le détail, j'aimerais apporter quelques petites précisions de physiologie.
le foie est représenté ici, cette couleur rosée, est connecté à des conduits qu'on appelle les voies biliaires et qui permettent de conduire la bile produite par le foie jusque dans l'intestin où la bile fait une partie de son action. À l'échelle microscopique, cette sécrétion de bile est engendrée par l'hépatocyte, qui est la cellule hépatique principale. Et cet hépatocyte produit de la bile qui s'écoule dans des petits tuyaux, puis des plus gros tuyaux, une dichotomie classique, et donc arrive dans l'intestin. La bile est composée de différents constituants, de l'eau, un peu de sel, un peu de poivre, ce qu'on appelle des électrolytes. Et le constituant principal de la bile sont finalement les acides biliaires et les phospholipides. La sécrétion biliaire est très dépendante du passage des acides biliaires dans la bile. La sécrétion des acides biliaires dans la bile est le moteur de la sécrétion biliaire. Et vous voyez ici, si cette quantité représente la sécrétion biliaire, eh bien la fraction dépendante des acides biliaires est majoritaire. C'est schématisé sur cette diapositive où vous pouvez voir qu'en fonction des espèces, par exemple le lapin ici, vous voyez que lorsqu'il existe un débit d'acide biliaire dans la bile de 0, il existe une sécrétion biliaire. Or, chez l'homme, ou chez le chien, ou chez le singe, eh bien, lorsque ce débit d'acide biliaire dans la bile est proche de 0, il n'y a pas de sécrétion biliaire. Cela veut dire que toute problématique concernant la sécrétion des acides biliaires dans la bile va faire que la bile sera mal formée ou en volume insuffisant et va aboutir à ce qu'on appelle une cholestase. Quelles sont les fonctions finalement de la sécrétion biliaire? Eh bien, la bile au niveau de l'intestin permet l'absorption des graisses alimentaires et des vitamines grasses, les vitamines A, D, E et K. Et puis, le foie, par la sécrétion biliaire, permet l'élimination de composés, alors les acides biliaires, on l'a vu, produits par le foie, qui génèrent la sécrétion biliaire, les phospholipides et le cholestérol, et d'autres composés, comme le cuivre par exemple, mais également tous les produits finalement chimiques que l'organisme ingère, comme les antibiotiques, les médicaments, les carcinogènes, etc., etc. Donc la sécrétion biliaire a un rôle important pour l'absorption des graisses, mais également pour éliminer de l'organisme des composés toxiques. Et puis cette sécrétion biliaire, elle se régule elle-même, c'est-à-dire que les acides biliaires qui sont contenus dans la bile, eh bien, reviennent au foie, on le verra après, et émettent un signal au niveau de protéines qu'on appelle des récepteurs nucléaires et qui régulent eux-mêmes la propre synthèse des acides biliaires et la sécrétion biliaire. Alors, vous avez ici un foie schématisé qui produit de la bile et des acides biliaires. Ces acides biliaires coulent dans l'intestin et sont réabsorbés et retournent vers le foie. C'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique des acides biliaires, qui est un système assez économique pour synthétiser finalement très peu d'acides biliaires par jour et maintenir un flux et un pool d'acides biliaires permanent nécessaire à la sécrétion biliaire. À l'échelle microscopique et cellulaire et moléculaire, à chaque niveau, c'est-à-dire au niveau du foie, au niveau de l'intestin, voire au niveau des voies biliaires, il y a des mécanismes de transport qui permettent de faire tourner ces acides biliaires dans le cycle entérohépatique. Alors, qu'est-ce qu'une cholestase? Puisque le terme PFIC veut dire cholestase intrahépatique familiale progressive en français ou progressive familiale intrahépatique cholestésis en anglais. La cholestase est définie par une diminution du flux biliaire. C'est la définition physiologique de la cholestase et ce peut être dû à une anomalie de formation de la bile ou bien à un obstacle sur la voie d'élimination de la bile. En d'autres termes, quand on reprend l'anatomie du foie, ici, avec les hépatocytes qui sont schématisés par ce rectangle et les petites voies biliaires qui coulent dans les plus grosses voies biliaires qui arrivent dans l'intestin, on retient des mécanismes obstructifs, vous voyez, c'est un peu de la plomberie, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle sur les voies biliaires, par exemple un calcul qui bouche les voies biliaires, qu'on différencie des mécanismes hépatocellulaires propres, les mécanismes cellulaires qui sont impliqués dans la formation de la bile. Les PFIC
sont des maladies qui concernent des anomalies, des mécanismes cellulaires de la formation de la bile par l'hépatocyte. Alors vous avez ici la liste de toutes les PFIC qui sont toutes des maladies autosomiques récessives. Vous voyez qu'un certain nombre de gènes sont identifiés dans ces maladies. Les 3 PFIC classiques dont on va parler en premier ont été énumérés tout à l'heure, 1, 2, 3. Il y a maintenant une PFIC 4. Et puis il y a d'autres syndromes qui sont des copies conformes des PFIC et qui sont moins classiques et que nous détaillerons secondairement. Alors, sur cette diapositive est schématisé finalement l'hépatocyte, ce rectangle que je vous montrais dans le foie, avec un peu plus de détails. L'hépatocyte a, vous l'avez compris tout à l'heure, un pôle biliaire qui est relié aux petites voies biliaires, et c'est à cet endroit que la bile primitive se forme et coule donc dans les voies biliaires pour s'éliminer plus loin dans l'intestin. Les acides biliaires sont le moteur de la sécrétion biliaire. C'est le passage des acides biliaires de l'hépatocyte vers le canalicule biliaire, la plus petite structure biliaire qui existe dans le foie, qui génère un flux d'eau et d'électrolytes, et donc un flux de bile. Ces acides biliaires sont synthétisés à partir du cholestérol, il y a de nombreuses étapes enzymatiques, puis sont transportés dans la bile par une protéine qui s'appelle BSEP, c'est un nom anglais, qui est le moteur, finalement, la machinerie de la sécrétion biliaire est là, puisque c'est le transporteur principal des acides biliaires. Mais il y a également d'autres protéines qui sont importantes pour que cette protéine fonctionne bien, comme la protéine FIC1, et nous le verrons tout à l'heure, ou la protéine MDR3, qui ne transporte pas directement les acides biliaires, mais transporte en fait de la phosphatidylcholine, un phospholipide, dans la bile, et cette phosphatidylcholine va se conjuguer aux acides biliaires pour faire en sorte que les acides biliaires dans la bile ne soient pas trop détergents. Car les acides biliaires, ce sont des savons. Et donc les savons, c'est irritant. Et si les acides biliaires ne sont pas protégés par la phosphatidylcholine, eh bien, ils abîment les cellules de l'épithélium biliaire. Et puis, il y a également des mécanismes cellulaires, des protéines partenaires qui permettent à cette protéine BSEP qui est synthétisée dans l'hépatocyte d'aller au bon endroit pour fonctionner, c'est-à-dire au niveau de la membrane canaliculaire de l'hépatocyte. Et nous verrons qu'il y a des PFIC qui sont dus à ces mutations de protéines partenaires. Et pour finir, 2 autres entités seront détaillées. Une PFIC qui concerne des anomalies de synthèse des acides biliaires, donc une cholestase extrêmement privitive, puisqu'il n'y aura pas du tout de synthèse d'acides biliaires, donc pas de flux biliaire. Et pour finir, une PFIC qui concerne une anomalie des jonctions serrées intercellulaires, interhépatocytaires, où, vous le verrez, il y a une fuite finalement de bile entre les hépatocytes à cause de cette anomalie moléculaire. Dans un premier temps, nous allons nous consacrer aux 3 PFIC, 1, 2 et 3, qui sont les PFIC classiques. Alors, cette maladie a été décrite dans les années 60, effectivement, M. Mayer l'a dit tout à l'heure, par le docteur Clayton. C'était un groupe de maladies, à l'époque, extrêmement hétérogène. Ce que savaient les médecins, c'est que c'était l'hépatocyte qui était malade et pas les voies biliaires. Et puis, la transmission de la maladie faisait évoquer une transmission autosomale récessive. Alors, au fil du temps, les choses se sont affinées. D'abord, les patients ont été classés en 2 groupes en fonction d'un marqueur qu'on retrouve dans le sang et qui signe les maladies du foie, ce qu'on appelle la gamma-GT, qui est un marqueur, par exemple, qui monte quand les gens boivent un petit peu trop d'alcool. Eh bien, il y a les gamma-GT normales et les groupes de malades à gamma-GT normales et à augmenter. Et lorsqu'on a fait des études génétiques au sein de ces groupes, on est tombé sur 2 gènes différents dans le groupe à gamma-GT normal. Pour la maladie de Biller, telle qu'elle a été rapportée tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la PFIC1. Pour le syndrome de Biller, c'est ce qu'on appelle la PFIC2. On parlera de ce 2e gène, BSEP. Et puis, dans le groupe à gamma-GT augmenté, un 3e gène a été identifié, le gène MDR3 pour la PFIC3. Alors, sur cet hépatocyte, toujours schématisé sous forme de rectangle, avec son pôle biliaire ici, et vous avez les 3 protéines ici qui sont impliquées dans ces 3 PFIC. La protéine FIC1 pour la PFIC1, et FIC, ça veut dire familial intrahépatique cholesthésis, vous l'avez compris.
la protéine BSEP dans la PFIC2. Et BSEP, ça veut dire Bile Salt Export Pump, c'est-à-dire la pompe qui permet de faire passer les acides biliaires synthétisés dans l'hépatocyte dans la bile. Et en dernier lieu, la protéine MDR3, dont le nom ne reflète pas la fonction et qui permet de faire passer la phosphatidylcholine dans la bile pour atténuer l'effet détergent, mais néanmoins nécessaire, des acides biliaires. Avant d'entrer dans le détail, j'aimerais juste dire que les PFIC sont les formes sévères des anomalies de ces trois gènes, mais qu'il existe des formes moins sévères que l'on appelle la cholestase récurrente bénigne. Et puis, il existe également des cholestases où un seul allèle est muté. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'une maladie autosomale récessive, donc pour qu'elle s'exprime, il faut que les deux copies du gène soient anormales. Et bien là, chez les patients hétérozygotes, avec une seule copie anormale, il y a également des cholestases qui ont été décrites, médicamenteuses, pendant la grossesse, à la période néonatale, mais de manière très transitoire, voire responsables de calculs biliaires ou du cancer des voies biliaires ou du foie au long cours. Et ça, je n'aborderai pas ces types de phénotypes. Alors, quelles sont les caractéristiques communes aux PFIC 1 et 2 qui ont des gamma-GT normales comme marqueur dans le sang, ce qui est un moyen très, très pratique pour pouvoir, lorsqu'on est confronté à un patient qui a une cholestase, essayer de comprendre la maladie dont il est atteint. D'abord, ce sont des maladies sévères qui touchent les nouveau-nés et cette cholestase se manifeste dès les premières semaines de vie. Dans le sang, lorsqu'on dose, eh bien, effectivement, la gamma-GT elle est normale. Les acides biliaires sont très élevés puisqu'ils n'arrivent pas à passer dans la bile. Ils régurgitent du foie dans le sang et sont à l'origine de ce qu'on appelle un prurite, c'est-à-dire une sensation de grattage absolument abominable qui est vraiment très invalidante. Sur le plan histologique, on confirme que c'est bien une maladie de l'hépatocyte et pas une maladie des voies biliaires. Lorsqu'on dose des acides biliaires dans la bile, eh bien, c'est comme ça qu'on a fait le pas à pas pour comprendre la maladie. Ils étaient bas et donc ça évoquait un problème de transport des acides biliaires de l'hépatocyte vers la bile. Et l'évolution est très néfaste puisque les enfants, dans les premières semaines de vie, en quelques mois, peuvent évoluer vers la cirrhose et l'insuffisance hépatique. Et pour leur sauver la vie, il faut programmer une transplantation hépatique. Alors, il existe quelques petites différences entre la PFIC1 et la PFIC2. On ne va pas toutes les énumérer, mais vous voyez, la PFIC2 est une maladie beaucoup plus agressive que la PFIC1, où dans la PFIC1, on le verra tout à l'heure, le défaut de transport des acides biliaires est secondaire, il n'est pas primaire. Vous voyez ici un enfant qui a moins de 1 an et qui a déjà une cirrhose du foie dans la PFIC2 avec ce nodule de cirrhose délimité par des bandes de fibrose, alors que dans la PFIC1, il existe une inflammation discrète, un peu de cholestase, mais la fibrose est beaucoup plus modérée et donc le foie va fonctionner plus longtemps. La PFIC1 a été décrite effectivement par M. Clayton dans les années 60 au sein d'une famille amish qui pratiquait le mariage consanguin, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et qui avait immigré en Pennsylvanie. Il faut savoir qu'au départ, cette famille, dont l'ancêtre est Jacob Byler, ou Biller, comme vous voulez, et Nancy Kaufmann, résidait aux confins du lac de Constance, du sud de l'Allemagne et de l'Alsace. Donc, le jeune fondateur de la PFIC1 se trouve dans cette région-là. La protéine FIC1 est exprimée, donc vous l'avez compris, au pôle canaliculaire de l'hépatocyte, là où elle doit faire sa fonction et permettre, faciliter le fonctionnement de la protéine BSEP. Chez un malade qui a une mutation sévère, où il n'y a pas de protéine, vous pouvez voir qu'en immunomarquage, c'est un moyen avec des anticorps de détecter la protéine de manière spécifique, eh bien, dans un foie humain normal, on retrouve la protéine FIC1 au pôle canaliculaire de l'hépatocyte, alors que chez un pauvre enfant qui est atteint avec une maladie sévère, on ne retrouve pas la protéine qui ne s'exprime pas. Ce gène FIC1, cette protéine FIC1 est exprimée dans tout l'organisme. Ce que vous allez voir pose des problèmes après transplantation hépatique. Elle n'est pas exprimée uniquement dans le foie. Comme toujours dans les maladies génétiques rares, eh bien, finalement, chaque famille a sa mutation. Et en termes de diagnostic moléculaire,
ça implique, alors un petit peu moins maintenant parce que les techniques sont plus sophistiquées et on peut aller plus vite, mais il y a encore quelques années, pas si longtemps, il fallait séquencer tout le gène pour mettre en évidence une mutation. On ne pouvait pas dire on va uniquement séquencer telle région du gène ou telle autre parce qu'il y a plus de mutations. Non, toutes les mutations sont finalement des mutations privées. Alors, quelle est la physiopathologie de cette PFIC1 ? Eh bien, encore une fois, cet hépatocyte avec son pôle canaliculaire et un autre hépatocyte. À l'état normal, les acides biliaires sont transportés par la protéine BSEP dans la bile et cette protéine FIC1 permet le bon fonctionnement de la protéine BSEP en faisant qu'il y ait une répartition de certaines graisses dans les membranes de manière asymétrique, ce qui permet le bon fonctionnement de la protéine BSEP dans la membrane. Si cette protéine FIC1 est mutée, ne fonctionne pas bien, il y aura une dysfonction secondaire de la protéine BSEP, ce qui fait que les acides biliaires ne vont pas bien passer dans la bile. Donc le flux biliaire va diminuer, il y aura une cholestase, et en amont, les acides biliaires s'accumulent dans l'hépatocyte et créent des lésions de l'hépatocyte avec de la fibrose, puisque ces acides biliaires étant détergents, eh bien, abîment les cellules du foie et en particulier l'hépatocyte. La physiopathologie, alors en fait, si vous voulez, il y a ce défaut de transport des acides biliaires au niveau de l'hépatocyte, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Il se trouve que dans cette maladie, comme le gène est également exprimé dans l'intestin, eh bien, au niveau de l'intestin, il y a une surenchère de fonctionnement, il y a une surexpression quand la protéine est mutée, et donc les acides biliaires, le peu d'acide biliaire qui est éliminé dans la bile est super réabsorbé par l'intestin, ce qui fait que le foie, qui n'arrive pas bien à l'éliminer, en réabsorbe tous les jours un petit peu, et s'engorge totalement, ce qui fait qu'il y a la résultante est une surcharge hépatocytaire en acide biliaire qui détruit le foie, petit à petit. C'est une image d'immunohistochimie où on détecte avec des anticorps la protéine BSEP. C'est pour illustrer le dysfonctionnement secondaire de la protéine BSEP, ici normalement exprimée dans un foie. Chez un enfant qui a une PFIC1, vous voyez que chez cet enfant, la protéine est on peut dire quasiment normalement exprimée, la protéine BSEP, alors que chez celui-ci, la protéine ne l'est peu ou pas. Et ce genre de différence explique les différences de sévérité de phénotype au sein de la maladie. Certains groupes ont commencé très récemment à étudier au plan moléculaire et cellulaire quelles étaient les conséquences des mutations. Donc je ne peux pas toutes vous les énumérer ici, mais je prends l'exemple de la mutation fondatrice, une des mutations fondatrices dans la PFIC1. Eh bien, vous voyez qu'à l'état normal, la protéine FIC1 doit marquer le canalicule biliaire, qui est ce petit rond entre les hépatocytes, cette petite structure sphérique biliaire entre les hépatocytes, qui permet l'écoulement de la bile, et que lorsqu'il y a une mutation, eh bien, vous pouvez voir que la protéine FIC1 reste, pour cette mutation, coincée dans le réticulum endoplasmique de l'hépatocyte, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à cheminer jusqu'au canalicule biliaire qui est ici. Vous voyez que normalement, si elle avait cheminé, on aurait une couleur jaune, c'est la superposition du vert et du rouge, c'est ce qu'on voit ici à l'état normal. Donc on commence à connaître, à décortiquer le trafic intracellulaire des protéines mutées dans les PFIC, ce qui, vous le verrez tout à l'heure, permet d'envisager des nouvelles pistes thérapeutiques. Alors, sur le plan thérapeutique, la transplantation hépatique, pour l'instant, dans toutes les PFIC, reste le traitement de choix. Malheureusement, dans la PFIC1, si on sauve la vie de l'enfant en transplantant le foie, sa vie post-transplantation hépatique est relativement compliquée. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est aperçu, car on ne savait pas au début, quand on a commencé à transplanter ce genre d'enfant, le gène n'était même pas connu. On transplantait sur un phénotype sévère, mortel, mais on ne connaissait pas tout de la maladie. Et avec le temps, on s'est aperçu que malheureusement, l'expression de ce gène FIC1 étant ubiquitaire dans l'organisme, eh bien, les enfants devenaient sourds, pas pour tous, mais pour une grande partie d'entre eux, avaient une diarrhée chronique, pouvaient avoir une anomalie du pancréas, et, pire que tout, avait une stéatose, c'est-à-dire de la graisse qui s'installait dans le foie, ce qu'on ne comprend pas bien, post-transplantation, avec le temps, ce qui pouvait nécessiter l'indication d'une nouvelle transplantation hépatique dans la vie.
Donc c'est une maladie complexe, ubiquitaire, dont le foie est l'organe cible, mais qui ne concerne pas uniquement le foie. Et même après une transplantation hépatique, la vie n'est pas facile, car ces pauvres enfants, vous voyez, à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, font 1m40, n'entendent pas bien, ont 10 selles par jour, etc. etc. Donc ce n'est pas une sinécure. La PFIC2 est une maladie plus simple sur le plan physiopathologique. Elle concerne donc le gène ABCB11 qui code la protéine BSEP dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce gène est exprimé uniquement dans le foie. Vous le voyez ici, uniquement dans le foie. Il fait partie de la famille des protéines ABC, comme la protéine qui est en cause dans la mucoviscidose. C'est une grande famille de protéines. Là encore, chez un patient atteint avec une mutation sévère qui fait qu'il n'y a pas de synthèse de protéines, eh bien, on ne retrouve pas, par comparaison, vous voyez, un foie contrôle, l'expression de cette protéine au pôle canaliculaire de l'hépatocyte, ce qui fait que la fonction de transport des acides biliaires ne peut pas se faire. Comme la PFIC1, cette maladie est une maladie extrêmement rare, au moins 1 sur 100 000, et les mutations en cause sont des mutations FRIV. Chaque famille a sa mutation, il n'y a quasiment pas de mutation majoritaire. Quel est le mécanisme physiopathologique? Eh bien, il est relativement simple. Je vous rappelle que BSEP, donc cette protéine mutée dans la PFIC2, transporte les acides biliaires dans la bile. En cas de mutation, le transport se fait peu ou pas. Évidemment, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours un tout petit peu de transport d'acide biliaire. On arrive à en doser un peu dans la bile. Et donc, il y a une rétention d'acide biliaire dans l'hépatocyte qui est extrêmement violente, puisqu'il s'agit d'un déficit primaire de la protéine BSEP, et donc qui crée des lésions hépatocytaires très agressives, ce qui peut donner même, dans certains cas, un cancer du foie dans les premières années. D'où l'indication de transplantation hépatique dans cette maladie extrêmement agressive. Alors, différents groupes de recherche ont caractérisé le déficit fonctionnel de certains mutants dans des lignées cellulaires, des modèles in vitro, et vous voyez ici que par rapport à la protéine normale qui transporte les acides biliaires, c'est le transport des acides biliaires dans des cellules qui est mesuré, eh bien vous voyez que certains mutants finalement ne font rien, et en fait c'est ce qu'on appelle des polymorphismes, c'est-à-dire des choses que l'on porte tous et qui ne sont pas délétères, et puis en revanche les mutants délétères, eh bien, impliqués dans la PFIC2 réduisent de manière significative le transport des acides biliaires. Comme pour la PFIC1, il y a d'autres types de mutations qui font que la protéine ne va pas au bon endroit. Dans l'exemple précédent, la protéine allait au bon endroit, mais la fonction n'était pas bonne. À l'endroit correct, la fonction n'était pas bonne. Donc la résultante était que ça ne marchait pas. Eh bien, il y a des mutations qui font que la protéine ne va pas au bon endroit, qu'elle reste coincée dans le réticulum endoplasmique. Et vous avez ici un exemple, vous voyez qu'il n'y a pas de marquage canaliculaire. Tous ces petits ronds devraient être marqués, que la protéine reste coincée dans le réticulum, et on le voit bien quand on fait une coupe sagittale, où à l'état normal, la protéine est à la surface, vous voyez, on voit bien la surface membranaire ici, alors qu'en cas de mutation, elle est en dessous de la surface, reste coincée dans le réticulum endoplasmique, et donc ne peut pas assurer sa fonction au niveau canaliculaire de l'hépatocyte. Après la transplantation hépatique, un enfant qui est transplanté pour une PFIC2 a, dans 90% des cas, une évolution tout à fait favorable. Il n'y a pas, comme dans la PFIC1, de signes extra-hépatiques qui se manifestent et qui font que la qualité de vie est très mauvaise. Mais on s'est aperçu avec le temps que malheureusement, il pouvait y avoir un petit pourcentage d'enfants qui développaient ce qu'on appelle une allo-immunisation. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Les enfants qui ont des PFIC2 ont, pour la plupart du temps, une absence d'expression de la protéine BSEP au pôle canaliculaire parce que le type de mutation fait qu'il n'y a pas de synthèse de protéines, ou bien parce que la mutation reste coincée dans la cellule, comme je vous l'ai montré. Puis, il y a une petite proportion d'enfants qui font que la protéine mutée va au bon endroit, mais qu'elle ne fonctionne pas. Eh bien, chez les enfants pour lesquels il n'y a pas d'expression canaliculaire de la protéine, finalement, ils sont naïfs par rapport à cette protéine. Elle est ou dégradée, ou leur système immunitaire ne la reconnaît pas. Ce qui fait que quand on leur apporte un foie qui fonctionne bien et qui exprime la protéine BSEP,
avec le temps, ils peuvent s'immuniser contre cette protéine du foie de leur donneur qu'ils reconnaissent comme étranger. Et donc, à ce moment-là, ils produisent des anticorps contre cette protéine, et ces anticorps vont aller se fixer, bien évidemment, sur la protéine BSEP, et donc empêcher son fonctionnement. Ce qui fait qu'il y a une dizaine de pourcents d'enfants qui, souvent longtemps après la transplantation, 8 ans, voire 20 ans, vous voyez, et parfois un petit peu plus tôt, peuvent développer une espèce de phénotype qui ressemble à la maladie initiale, c'est-à-dire des gamma GT normales, un prurite, et qui est dû à une alloimmunisation contre le foie du donneur, et donc un blocage de la fonction de la protéine BSEP du foie du donneur par les anticorps produits par le receveur. C'est ennuyeux, c'est une espèce de rejet assez difficile à contrôler et qui peut nécessiter une nouvelle transplantation hépatique. Troisième PFIC classique, la PFIC3, qui est due à une anomalie de la protéine MDR3 codée par le gène ABCB4. Alors, par rapport au PFIC1 et 2, finalement, pour résumer, la gamma GT est augmentée, donc c'est un marqueur significatif, et il n'existe pas d'anomalie de transport des acides biliaires dans la bile, mais d'anomalie de transport de la phosphatidylcholine, ce phospholipide qui permet de diminuer l'action détergente des acides biliaires. Et donc, en cas d'anomalie de transport de la phosphatidylcholine, eh bien, le foie s'abîme de la même manière, évolue vers la cirrhose, et une transplantation hépatique est, dans la plupart des cas, nécessaire. C'est ce qui est illustré ici. Les acides biliaires donc, sont éliminés dans la bile par la protéine BSEP. Si la protéine MDR3, qui transporte la phosphatidylcholine, ne fonctionne pas, les acides biliaires se retrouvent isolés sans phosphatidylcholine, extrêmement détergents, et abîment les voies biliaires et le foie, et évoluent vers la cirrhose, d'où l'indication possible de transplantation hépatique. Vous avez ici une image d'histologie du foie chez un enfant qui a une PFIC3 à l'âge de 10 mois. Vous voyez, c'est un petit peu difficile, mais il y a une fibrose dans le foie, et puis il y a ce qu'on appelle une réaction des voies biliaires suite à l'action détergente de ces acides biliaires non protégés, non couverts par de la phosphatidylcholine, et ça peut même donner jusqu'à un abcès d'obstruction biliaire alors qu'il n'y a pas d'obstruction des voies biliaires. C'est une maladie de l'hépatocyte avec des bouchons de bile qui se forment dans les voies biliaires. Et de la même manière, chez un malade sévèrement atteint, vous voyez que la protéine MDR3 s'exprime, reste coincée dans les hépatocytes et ne s'exprime pas comme à l'état normal au niveau du canalicule biliaire, donc elle ne peut pas exercer sa fonction. Là encore, il s'agit de mutations privées, et la protéine MDR3 a la même structure que la protéine BSEP, c'est également une protéine de la famille ABC, comme la protéine impliquée dans la mucoviscidose. Ces mutants ont aussi été caractérisés en termes de fonction. Vous voyez par exemple que ce mutant de MDR3 responsable ces mutants de MDR3 responsables de PFIC3 chez l'enfant, eh bien, ont une expression membranaire normale. Ça, ce sont des cellules qui sont peu polarisées, donc il n'y a pas de canalicule biliaire, mais l'expression est membranaire. En revanche, quand on étudie leur capacité à transporter les phospholipides, eh bien, vous voyez que cette capacité est totalement réduite. Et donc, les acides biliaires dont l'activité détergente n'est pas diminuée par les phospholipides sont tout à fait toxiques pour le foie. Vous avez ici une illustration de ce phénomène dans des lignées cellulaires hépatocytaires. Vous voyez le canalicule biliaire entre, vous vous rappelez mes rectangles, là, mes deux rectangles, voilà, ils sont schématisés ici, ils sont un peu plus ovales. Et donc, ce mutant-là, eh bien, va au canalicule biliaire, mais il ne fonctionne pas à cet endroit-là. Celui-ci aussi va au canalicule biliaire, mais il ne fonctionne pas. En revanche, celui-ci ne va pas au canalicule biliaire, comme vous pouvez le voir. Le canalicule n'est pas marqué et la protéine reste coincée dans l'hépatocyte, ce qui fait qu'il n'y a pas de fonction de transport de phosphatidylcholine. Alors, quelle est l'importance de bien caractériser les maladies, et en particulier sur le plan moléculaire, de pouvoir connaître en détail les mutations chez les patients et chez leurs parents? Eh bien, en dehors de mettre un nom et une étiquette très précise sur une maladie, une importance vraiment utile pour les familles qui le souhaitent est le diagnostic anténatal. Avant, on ne pouvait pas faire de diagnostic anténatal. Je vous rappelle que ce sont des maladies mortelles qui nécessitent
de faire une transplantation hépatique dans la plupart des cas, que ça concerne très souvent des familles consanguines, donc il y a un risque de récidive de la maladie au fil des grossesses qui est non négligeable, qui est de 1 sur 4. Et donc, si les familles le souhaitent, elles sont en droit de pouvoir accéder à un diagnostic anténatal. En tout cas, c'est ce que je pense. Une fois qu'elles ont reçu l'information, et bien entendu, ce sont elles qui décident, les familles. Ce ne sont pas les médecins qui décident, ce sont les familles qui décident après avoir reçu l'information. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir faire du diagnostic anténatal moléculaire, c'est-à-dire qu'on a la certitude qu'un fœtus est atteint ou un fœtus est sain, et donc la grossesse peut continuer ou s'arrêter en fonction des désirs de la famille. C'est quelque chose, c'est un atout essentiel, et nous avons été les premiers à Bicêtre à commencer ce genre de diagnostic anténatal. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une aide importante pour les familles. En termes de thérapeutique, j'ai répété plusieurs fois, la transplantation hépatique, c'est le traitement de choix de ces maladies. C'est le traitement le plus efficace, mais malgré tout, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple parce qu'il y a malheureusement un petit pourcentage de décès, et on y reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas toujours simple parce qu'on n'arrive pas à trouver un organe au bon moment. Donc il y a de nombreuses raisons qui nécessitent à trouver une alternative à ce genre de traitement chirurgical. Alors, on est assez démunis pour l'instant. Nous, pédiatres, quand on veut traiter ces malades, nous sommes assez démunis. Alors, depuis les années 90, nous avons eu la possibilité d'essayer un traitement médical par l'acide urso-désoxycholique. L'acide urso-désoxycholique, c'est un acide biliaire. Alors vous allez me dire pourquoi donner un acide biliaire alors qu'il y a déjà une cholestase et que finalement il y a une surcharge d'acide biliaire dans le foie. C'est extrêmement simple, c'est un acide biliaire extrêmement peu détergent, c'est un savon doux. Et donc quand on le donne en grande quantité, il va remplacer les autres acides biliaires et finalement protéger les hépatocytes de l'effet détergent des autres acides biliaires. Et cet acide urso-désoxycholique, qui n'est pas un réel médicament, puisque nous en avons dans notre bile à peu près 1%. En fait, il s'appelle urso parce que chez l'ours, c'est l'acide biliaire majoritaire. Cet acide biliaire, nous l'avons essayé, de nombreuses équipes l'ont essayé dans divers types de cholestase, et il a permis de retarder l'indication de transplantation hépatique et de diminuer un petit peu les indications de transplantation hépatique pour PFIC chez ces enfants. Vous voyez qu'au fil du temps, avant et après acide urso-déoxycholique, le pourcentage d'indications de transplantation hépatique pour PFIC a un petit peu diminué. Alors, il a des propriétés particulières. Il est peu détergent, il est hépatoprotecteur, il est cholérétique. Donc, quand on a une cholestase, on a envie d'améliorer tout ça, d'améliorer le flux biliaire. Donc, il est utile et nous l'utilisons toujours aujourd'hui. Il a un bénéfice certain chez un tiers à 50% des PFIC, essentiellement les patients qui ont les mutations les moins sévères, pour lesquels il reste un petit peu d'activité résiduelle, et donc on arrive à atténuer le phénotype. Donc il permet de différer la transplantation hépatique, mais en aucun cas d'éviter une transplantation hépatique, malheureusement avec le temps chez la plupart des patients. Une autre alternative est une intervention chirurgicale qu'on appelle la dérivation biliaire, alors externe ou interne, peu importe. Le principe est le suivant. C'est un médecin de Chicago qui a mis ça au point avec des chirurgiens. Il y a déjà assez longtemps, en 88. Le principe est le suivant. Je vous ai dit que la sécrétion biliaire était altérée, que les acides biliaires ne passaient pas bien dans la bile. Il en passe toujours un petit peu quand même. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Et puis au niveau de l'intestin, il y a ce cycle entérohépatique qui fait que les acides biliaires, le peu qui est sécrété dans la bile, reviennent vers le foie, et le foie finalement s'engorge, etc. Et donc est venue l'idée de dériver la bile en partie par un petit bout d'intestin qu'on met entre la vésicule biliaire et la peau. C'est pas très esthétique, mais je vous assure que quand ça marche, c'est absolument incroyable. Et personnellement, j'ai une patiente qui a 35 ans actuellement, et quand on lui dit « Est-ce que, madame, ne souhaitez-vous pas vous séparer de votre dérivation biliaire ?» Elle dit « Il est hors de question ». Donc cette dérivation biliaire permet de soulager le foie en éliminant chaque jour un petit peu d'acide biliaire et a un bénéfice chez une proportion non négligeable de patients, il est vrai certains sélectionnés sur des mutations particulières.
Avec l'acide ursolidéoxycholique, ça permet de retarder un petit peu l'indication de transplantation hépatique et d'améliorer la qualité de vie. Actuellement se développent des espèces de chélateurs des acides biliaires au niveau de leur site de réabsorption dans l'intestin pour empêcher leur retour vers le foie, une espèce de diversion chimique qui sera probablement plus efficace et surtout moins compliquée à faire et moins délabrante, bien sûr, pour les patients. Donc en première intention, chez ces patients, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'acide ursolidéoxycholique, on discute une dérivation biliaire, et puis en dernier recours, on est obligé de discuter la transplantation du foie, avec bien évidemment en tête qu'il y a un risque de symptômes extra-hépatiques en cas de PFIC1 et d'alloimmunisation en cas de PFIC2. Pour l'instant, il n'y a pas été décrit de complications post-transplantation en cas particulière à la PFIC3. Mais il y a nécessité de trouver d'autres solutions pour essayer d'avancer et d'être plus efficace. Alors, quelle serait l'alternative? Idéalement, par une approche médicale, c'est plus simple que la chirurgie, c'est-à-dire sans hépatectomie, sans enlever un bout du foie, corriger plus ou moins totalement les conséquences de la cause de la maladie, voire la cause de la maladie. En ce qui concerne les PFIC, c'est un petit peu surréaliste, même si vous allez le voir, ça peut se concevoir. Les maladies qui sont plus concernées par ce genre de traitement, dont on va discuter après, qui serait la thérapie génique et la thérapie cellulaire en particulier, sont les maladies dites monogéniques. Alors, la PFIC est une maladie monogénique, mais des maladies métaboliques monogéniques, c'est-à-dire pour lesquelles le foie, malgré la maladie, n'est pas abîmé, et pour lesquelles seule une protéine, une enzyme ne fonctionne pas dans le foie, et sans qu'il y ait de nécessité de localisation particulière de l'activité enzymatique. Et donc l'idée serait de passer d'un phénotype, d'une présentation sévère de la maladie, à un phénotype moins sévère, en corrigeant un petit peu le déficit, et en particulier pour qu'il n'y ait pas de risque métabolique neurologique. Alors, les prérequis, c'est d'abord de bien comprendre la physiopathologie de la maladie. Les difficultés, en tout cas pour les PFIC, elles sont nombreuses, car au stade de développement expérimental, eh bien, il n'y a pas de modèle animal qui soit fiable, qui soit le miroir de la maladie chez l'homme. Je ne vais pas parler des modèles expérimentaux, mais ils ne sont pas très très fiables. Et donc, c'est quand même un petit obstacle pour transférer ce genre de technologie à l'enfant, au malade. Donc la thérapie cellulaire, la thérapie génique, je vais en dire un mot très très bref, et je vais insister sur la troisième catégorie qui est la pharmacothérapie ciblée. Donc la thérapie cellulaire, le principe c'est de repeupler le foie avec des cellules qui sont normales et qui n'ont pas de déficit génétique. Il y a tout un tas de cellules qui peuvent être proposées, hépatocytaires, mésenchymateuses, avec des caractéristiques hépatocytaires. Il y a de nombreux écueils. Il faut une masse cellulaire importante, souvent pour corriger un déficit, même si ça représente une petite activité enzymatique. Il y a toujours la possibilité que ces cellules soient éliminées, comme un greffon hépatique, comme après une transplantation, puisqu'elles seraient étrangères. Et donc, ça aboutirait à une perte cellulaire et donc un échec de la thérapie cellulaire. Alors, il y a eu quelques essais dans diverses maladies du foie, et vous voyez qu'il y a eu en Angleterre un essai chez un patient qui avait une PFIC2. La résultante chez tous ces malades, c'est des petits effets correcteurs quelques mois après la transplantation, puis après, disparition des cellules dans le foie, et donc mort cellulaire et inefficacité de la thérapie cellulaire. Il y a actuellement des protocoles européens auxquels on participe dans des vraies maladies métaboliques du foie, qui ne sont pas les PFIC, et qui sont prometteurs, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'effet thérapeutique. La thérapie génique, c'est encore une autre histoire. Il y a eu quelques tentatives de thérapie génique ex vivo, c'est-à-dire qu'une partie du foie a été enlevée par le chirurgien, les cellules hépatiques remises en culture, puis corrigées avec le gène non déficient, le gène normal, réinjecté dans le foie. Ça aboutit, on peut le dire, à une catastrophe. Et in vivo, il y a actuellement des protocoles avec des vecteurs recombinants, en particulier les virus adéno-associés, qui laissent penser que des succès proches pourraient advenir. Et puis, M. Mandel, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en parler, mais il y a des outils thérapeutiques, des ciseaux, qui permettent
de ciseler le gène et corriger les déficits génétiques qui sont actuellement en cours d'études essentiellement expérimentales, mais qui pourraient s'appliquer peut-être assez rapidement, pas aux maladies autosomiques récessives, peut-être plus aux maladies autosomiques dominantes. Bref, il y a effectivement des progrès qui seront faits dans les années qui viennent. Alors en termes de pharmacothérapie ciblée, je vais expliquer le propos. Vous avez ici l'hépatocyte avec le pôle canaliculaire. Et donc, cette protéine BSEP, si on prend l'exemple de la PFIC2, qui doit faire son action de transport des acides biliaires à ce niveau-là pour les transporter vers la vie. En fonction du type de mutation, il y a diverses classifications. Vous avez des mutations qui font qu'il y a des anomalies d'épissage au niveau des mutations qui font des anomalies d'épissage de l'ARN et qui font que la protéine est anormale. Et puis, il y a dans le code génétique, au moment de la traduction de l'ARN en protéine, il y a également des mutations qui font que la protéine n'est pas synthétisée. Et puis, il y a des mutations, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui font que la protéine est synthétisée, mais finalement, dans sa chaîne protéique, il y a un maillon qui est mal foutu, et elle ne passe pas le contrôle qualité, et elle reste bloquée dans le réticulum endoplasmique, et elle ne peut pas aller au bon endroit. Et puis, il y a des mutations, vous l'avez également compris tout à l'heure, qui font que la protéine, elle a une bonne tête, même s'il y a une anomalie moléculaire, elle va au bon endroit, mais elle ne fonctionne pas bien. Eh bien, la pharmacothérapie ciblée consiste à chacune de ces étapes, pour chaque type de mutation, à développer une stratégie pharmacologique, c'est-à-dire un médicament qui permet de corriger, en tout cas de dévier l'effet de la mutation, de passer outre l'effet de la mutation. Et donc, il y a des molécules qui permettent de sauter les codons stop, des molécules qui permettent de conduire la protéine de l'endroit où elle est retenue vers le bon endroit, et des médicaments qui permettent de redonner une fonction à la protéine lorsqu'il lui manque cette fonction, même si elle est au bon endroit. Ça, c'est la pharmacothérapie ciblée qui, à mon avis, a de l'avenir dans les PFIC. Vous allez voir qu'expérimentalement, il y a des arguments pour le penser. D'abord, dans la PFIC1, un produit qui s'appelle le 4-phénylbutyrate, qui est un produit qui a une autorisation de mise sur le marché en France et en Europe, utilisé dans d'autres maladies, eh bien, permet, alors vous avez déjà vu cette diapositive, mais d'augmenter et de mettre au canalicule biliaire la protéine FIC1, qui ne l'est pas ou peu en cas de mutation. Dans la PFIC3, la cyclosporine A, par exemple, est une molécule chaperonne qui permet, vous voyez ici, une cellule hépatique contenant ce type de mutant du gène MDR3, ABCB4, eh bien, vous voyez qu'après cyclosporine, vous avez un renforcement canaliculaire de la protéine MDR3 qu'on ne voit pas ici, ça veut dire, et une diminution de la fluorescence intracellulaire, et donc la protéine a été amenée au canalicule biliaire par l'effet de cette molécule chaperonne, et ça se manifeste en termes d'activité de transport de la phosphonidylcholine. Dans la PFIC2, même topo, vous voyez ici un mutant, eh bien, à 37 degrés, c'est-à-dire à température corporelle, il reste coincé dans le réticulum endoplasmique, aucun marquage canaliculaire ici, les petites bornes rouges, c'est le canalicule. Quand on lui donne de ce 4-phénylbutyrate, eh bien, on voit un renforcement canaliculaire. Quand on lui donne de l'acide ursodeoxycholique, ce fameux acide biliaire de l'ours, eh bien, on a également un marquage canaliculaire, ce qui montre bien que l'acide ursodeoxycholique a des propriétés chaperonnes. Et quand on additionne les deux, on a un tout petit gain, mais pas grand-chose. Donc, on arrive, avec quelques molécules in vitro, à recibler, par exemple, des protéines mutées à l'endroit où elles doivent fonctionner, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, on peut aussi également se dire que plutôt que de faire une transplantation hépatique, on peut traiter certains patients, et c'est ce que nous avons fait à Bicêtre pour 8 patients maintenant, mais là je vous présente 4 patients qui ont une PFIC2, qui étaient en attente pour la plupart de transplantation hépatique ou qui avaient des prurites extrêmement sévères, ce qui pouvait... Ils ne pouvaient pas dormir la nuit, ils ne pouvaient pas aller à l'école, enfin ils ne pouvaient rien faire, ils passaient leur temps à se gratter, donc une vie absolument infernale. Et plutôt que de les transplanter, avec l'accord de leurs parents, avec les accords qu'il faut, etc., nous avons essayé, par exemple, de les traiter par le 4-phénylbutyrate. Alors ça n'a pas été simple parce que la présentation galénique n'est pas idéale, etc., mais vous pouvez voir que tous les patients ont été améliorés avec des scores de prurite qui sont passés de 8-10 à 0 à 4,
alors ça c'est un prurite plus modéré mais qui a diminué, une diminution des acides biliaires. Certes, on n'a pas corrigé totalement la maladie, on a amélioré la maladie, une amélioration, une normalisation de la biologie hépatique, de la fonction hépatique hépatocellulaire, etc., etc. Donc un bénéfice, après une étude in vitro personnalisée, mutation par mutation, eh bien, on peut mettre en place des thérapies ciblées à base de médicaments qui permettent de corriger ou d'améliorer le phénotype de ces maladies. Chez un de ces patients, vous voyez que la protéine BSEP, alors ça c'est un contrôle exprimé au canalicule de l'hépatocyte, avant traitement, pas d'expression de la protéine ou quasiment pas dans le foie. Après traitement par le 4-phénylbutyrate, réapparition de la protéine au canalicule biliaire, ce qui illustre bien ce que je vous ai dit. Et puis par ailleurs, augmentation des acides biliaires dans la bile. Donc le transport des acides biliaires se fait, ce qui veut dire que la protéine mutée avait une part de fonctionnalité après avoir été relocalisée. Un autre phénotype extrêmement important parce que c'est l'APFIC, alors on l'appelle PFIC-like, mais c'est l'APFIC qu'il ne faut pas rater quand on est médecin et qu'on a un patient qui a une cholestase devant soi, car celle-là, on la guérit dans 100% des cas, sans transplantation hépatique. C'est ce qu'on appelle les déficits de synthèse des acides biliaires. S'il n'y a pas d'acide biliaire synthétisé, vous l'avez compris, il n'y a pas de flux biliaire, il n'y a pas de sécrétion biliaire, et donc on a une cholestase extrêmement primaire, puisque c'est le moteur de la sécrétion biliaire qui est altéré, les acides biliaires. Les acides biliaires sont synthétisés à partir du cholestérol, nombreuses étapes enzymatiques, et donnent naissance, enfin le cholestérol donne naissance aux acides biliaires primaires, que sont l'acide cholique et l'acide kénodésoxycholique. Ces acides biliaires, lorsqu'ils sont synthétisés, régulent leur propre synthèse via ce récepteur nucléaire effixeur. En cas de mutation, de déficit de synthèse des acides biliaires, de mutation des gènes impliqués dans la synthèse des acides biliaires, et il y en a deux principaux, ne retenez pas les noms barbares, bien évidemment, que se passe-t-il? Il n'y a pas de synthèse d'acide biliaire primaire. Donc la machine s'emballe car il n'y a pas de boucle de régulation rétroactive sur la synthèse des acides biliaires. Le foie, ne voyant pas d'acide biliaire, continue, essaye d'en synthétiser de plus en plus. Et donc s'accumule en amont du déficit enzymatique tout un lot de métabolites extrêmement toxiques pour le foie. Ces maladies sont difficiles à mettre en évidence, car pour des cholestases, elles sont très particulières. Les enfants ne se grattent pas. C'est dû au fait que les acides biliaires sont normaux dans le sang, puisqu'ils ne sont pas synthétisés. Les gamma-GT sont normales. Et quand on dose les acides biliaires dans le sang, qui normalement sont élevés au cours des cholestases, puisqu'ils ne sont pas éliminés dans la bile et qui régurgitent dans le sang, comme il y a un déficit de synthèse, ils sont normaux. Donc elles sont difficiles à mettre en évidence. Mais malgré tout, pour les spécialistes, il ne faut pas les rater, car le diagnostic peut se faire de manière biochimique en spectrométrie de masse et en biologie moléculaire, et surtout, il y a un traitement adéquat. Le traitement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout bête. Une fois qu'on a compris la boucle de régulation de ces maladies, le traitement, c'est de donner juste ce que le foie n'est pas capable de synthétiser, c'est-à-dire un acide biliaire primaire. Et donc, nous avons fait le pari avec une équipe américaine qu'en donnant de l'acide cholique, on pouvait guérir ces enfants, puisqu'ils n'étaient pas capables de synthétiser leur propre acide cholique. On allait leur apporter par la bouche, il allait être amené dans l'intestin, il allait être absorbé, il allait arriver à leur foie. Le foie, voyant de l'acide cholique, allait dire « c'est bon, j'arrête de synthétiser des acides biliaires », tous les métabolites toxiques allaient s'éliminer et les enfants allaient guérir. Et vous allez voir que ce conte de fées existe. Voici un petit peu, pour aller rapidement, nous traitons une trentaine d'enfants actuellement. C'est une maladie extrêmement rare, hein, une trentaine d'enfants. Nous avons la plus grande cohorte dans le monde. Et alors, la patiente la plus âgée, elle a bientôt 40 ans, hein, elle a eu 3 enfants sous traitement. C'est un traitement totalement physiologique. On apporte ce que l'organisme n'est pas capable de produire dans les quantités pour lesquelles il est synthétisé au quotidien. Et donc, vous voyez ici l'évolution des biopsies hépatiques, et je n'ai pas mis à jour cette diapositive, mais on a refait quelques biopsies où on a évalué la fibrose par des moyens non invasifs. Vous voyez ici, avant traitement, une cirrhose, qu'on appelle une cirrhose du foie. 7 ans après traitement, vous voyez que toutes ces cicatrices de fibrose sont en train de disparaître, et actuellement, cette jeune fille qui a bientôt 20 ans n'a plus de cirrhose. Pareil pour une de ses copines, si je puis dire.
qui avait le foie bien malade, et vous voyez que les choses s'arrangent avec le temps. Donc, une vie tout à fait normale, en prenant une gélule par jour, ça peut exister dans les maladies rares et dans les maladies du foie de l'enfant type PFIC, mais il faut surtout s'acharner à reconnaître ces maladies, car on les guérit. Et c'est probablement pour cette raison qu'un jury international a bien voulu attribuer à mon équipe et au laboratoire CTRS, qui a conduit l'étude avec nous, et à l'assistance publique hôpitaux de Paris, une AMM européenne pour ce médicament et un prix Galien il n'y a pas très longtemps. Pour décortiquer un petit peu les choses, les PFIC, c'est encore plus complexe que je viens de vous présenter. Donc, je disais au départ, il y a des protéines partenaires qui permettent à ces protéines-là de bien se placer dans la membrane. Il peut y avoir des anomalies moléculaires de ces protéines qui font que le phénotype est une PFIC, à gamma-GT normale la plupart du temps. Si la protéine BSEP ne peut pas bien se placer dans la membrane, elle ne peut pas bien fonctionner, et donc le phénotype sera comme une mutation de la protéine BSEP. Vous avez ici ce qu'on appelle le syndrome ARC. Pour arthrogrypose, c'est un phénomène, enfin une maladie, une manifestation neurologique, une atteinte rénale et une cholestase, donc de type PFIC à gamma-GT normale. Eh bien, dans ce syndrome ARC, où souvent la cholestase est un des signes qui prédomine, eh bien, en fait, la protéine BSEP ne peut pas aller au canalicule biliaire, et vous le voyez ici, où le marquage de la protéine se fait en cadre tout autour de l'hépatocyte. Il n'y a plus d'expression sélective de la protéine au niveau du canalicule biliaire. Son adressage, son ciblage canaliculaire est perturbé parce que sa protéine partenaire, qui permet de l'amener au bon endroit, eh bien, est mutée, est anormale. Un phénomène un peu similaire se retrouve dans une pathologie intestinale qui s'appelle l'atrophie microvillositaire, où la protéine partenaire de BSEP dans le foie est la myosine 5B. Et certains malades, on ne sait pas très bien pourquoi, développent une cholestase à gamma-GT normale qui ressemble à une PFIC. Et donc, la myosine 5B est importante pour localiser BSEP au pôle canaliculaire. Et vous voyez ici, en cas d'anomalie de la myosine 5B, que la localisation de la protéine BSEP est tout à fait anormale, elle est très grossière, et en fait, elle reste coincée dans des vésicules sous-membranaires, par comparaison à un marquage normal du canalicule biliaire, où il est tout à fait fin en Y. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été identifié de PFIC à expression hépatique pure due à une mutation de la myosine 5B, mais je pense que ça ne saurait tarder. Dernier phénotype, un phénotype qui concerne une anomalie des jonctions serrées. Tous ces systèmes cellulaires sont étanches, en particulier avec des jonctions qui scellent une perméabilité, qui scellent les membranes autour du canalicule biliaire pour que la bile ne fuit pas entre les cellules et n'abîme pas les cellules dans l'espace intercellulaire. Il se trouve qu'il y a des mutations de ces protéines de jonction serrée, en particulier la protéine zonula occlulense 2, qui donne un phénotype tout à fait comparable à une PFIC2. Et cette jonction intercellulaire qui est schématisée ici, eh bien, donne, lorsqu'elle est déficiente, une cholestase à gamma-GT normale, PFIC-like. Et en fait, la pathologie du foie est due à une régurgitation de la bile à travers l'espace intercellulaire qui abîme les hépatocytes. Et la toute récente communication d'il y a un mois dans un très bon journal rapporte encore un nouveau cas de PFIC-like. Et là, il s'agit, je vous ai parlé au début, du récepteur nucléaire FXR qui était impliqué dans la régulation de la synthèse des acides biliaires et de la sécrétion biliaire. Eh bien, il se trouve qu'on peut avoir des anomalies moléculaires de ce récepteur nucléaire qui donnent une maladie extrêmement sévère comme la PFIC2. Et vous voyez que dans ces cas-là, eh bien, il n'y a aucune expression de BSEP, le transporteur des acides biliaires dans le foie, car FXR régule de manière transcriptionnelle la synthèse du gène qui code la protéine BSEP. Et donc, mutation de FXR implique absence de protéine BSEP, et donc PFIC, type PFIC2 très sévère. Juste une dernière diapo de perspective. Je veux dire qu'en termes de diagnostic, il y a des progrès faramineux qui ont été faits ces dernières années dans ce domaine des maladies rares du foie de l'enfant et ses cholestases génétiques, en particulier les PFIC, qu'il y a encore des
maladies qui n'ont pas d'étiquette génétique. Donc, toutes les analyses d'exomes, par exemple, qui sont en train de se faire dans les différents CHU sur des groupes de malades particuliers, vont faire qu'on va identifier de nouveaux gènes impliqués dans ces maladies. Donc, ça veut dire des possibilités diagnostiques pour les familles. En termes de thérapeutique, il y a de nombreux outils thérapeutiques qui sont en train de se développer. J'en ai énuméré quelques-uns. Personnellement, je crois beaucoup à la pharmacothérapie ciblée. Il y a de nombreuses molécules qui sont en train de sortir et qui permettront, je pense, de rendre des services importants aux familles et aux enfants atteints. Sans parler du repositionnement de certains médicaments qui, on s'aperçoit qu'ils peuvent être utiles dans d'autres maladies et efficaces dans d'autres maladies. Ce qui est toujours important, c'est de retenir ce principe. En tout cas, moi, j'essaye de me l'appliquer. On s'occupe bien des maladies quand on les connaît bien. Mais, franchement, on s'occupe vraiment bien quand on comprend ce qui se passe. Et donc, ça, c'est primordial. Pour pouvoir traiter efficacement une maladie, rendre service à un patient, avec le maximum de bénéfices et le minimum de risques, il faut absolument comprendre et décortiquer les mécanismes de la maladie. Actuellement, la transplantation hépatique reste le traitement de choix de ces PFIC, en tout cas des formes sévères de PFIC. Nous avons fait, depuis 1986, plus de 1100 transplantations hépatiques pédiatriques chez l'enfant. 10 à 15% étaient des PFIC. Globalement, la transplantation hépatique est, chez l'enfant, une transplantation qui marche extrêmement bien, grâce aux chirurgiens, grâce aux réanimateurs aussi, il faut le dire. C'est une chaîne médicale, on ne travaille pas tout seul, bien évidemment. Et à 20 ans, puisque 86, c'était il y a plus de 20 ans, nous avons à peu près 80% des enfants qui sont en vie, ce qui est un très bon résultat dans la transplantation globale. Je terminerai par cette diapositive pour remercier tous les gens avec qui j'ai travaillé, à la fois dans le service que je dirige actuellement, mais également dans différentes équipes INSERM. Pour la petite histoire, sachez que la première école des pathologies pédiatriques au monde, elle a été créée en France à l'hôpital de Bicêtre, il y a plus de 40 ans, par le professeur Daniel Agile, dont j'ai eu la chance d'être l'interne. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour cet exposé tout à fait passionnant et où, évidemment, je pense, nous avons, en tout cas moi, j'ai appris énormément de choses, y compris des résultats tout à fait récents, et puis surtout cette belle histoire aussi de ce traitement de cette forme avec déficit de synthèse d'acide biliaire, qui est effectivement ce qu'on appelle ces maladies qui peuvent être ultra rares, mais qu'il ne faut pas louper, parce que c'est trop rare maladie qu'on peut vraiment guérir, si j'ai bien compris, avec un traitement pharmacologique. Donc je vous propose de passer aux questions, s'il y a des...